Mardi 22 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlons de la visite d'État du président Emmanuel Macron demain à Madagascar. Justement, cette visite d'État du président français Emmanuel Macron et son épouse à Madagascar demain témoigne de la confiance et du respect mutuel entre Madagascar et la France. Cette visite est également un tournant majeur dans les relations entre les deux pays, car une telle visite, qui est le summum en matière de relations diplomatiques, est aussi l'occasion de raffermir les relations franco-malagasy. Reportage sur les images de Zahra Ranjiansou. Dans une relation diplomatique, la visite d'État marque le summum en matière de relations entre deux pays et surtout, elle témoigne de la confiance et du respect mutuel entre les chefs d'État des deux pays. La visite d'État effectuée par le président français Emmanuel Macron à Madagascar demain témoigne également de la confiance et l'honneur que s'accordent les deux pays. Cette visite d'État sera effectuée dans le respect total des règles protocolaires internationaux en vigueur. Tous ces règles protocolaires doivent être suivies à la lettre. Raison pour laquelle toutes les préparatifs dans ce sens ont été minutieux. Le cadre d'une visite d'État permet d'aborder directement les sujets importants tels que la sécurité, les échanges diplomatiques et commerciaux, entre autres, selon les explications apportées par la ministre des Affaires étrangères. Elle ouvre aussi des perspectives de collaboration dans multiples secteurs et offre un cadre privilégié pour des échanges directs. La visite d'État du président français à Madagascar sera également une occasion pour signer des accords bilatéraux, mais aussi d'aborder et de renforcer les accords déjà existants entre les deux pays. Le chef d'État français, selon son programme, rencontrera également les jeunes et le secteur privé malagasy. En marge de cette visite à Madagascar, des investisseurs issus du groupe CAC 40 seraient également présents pour d'éventuels investissements à Madagascar. D'autres points, comme le renforcement de la coopération et des solutions communes aux défis auxquels les pays respectifs sont confrontés, sont aussi au programme. Ainsi, cette visite d'État marque un tournant majeur pour consolider les relations économiques, culturelles et surtout diplomatiques entre les deux pays. Il est à rappeler qu'hisser le drapeau du pays invité constitue un hommage symbolique au chef d'État accueilli. Outre la visite d'État, le président français assistera également au 5e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la Commission de l'Océan Indien au COI le jeudi 24 avril 2025. Comme on l'a rapporté dans nos précédentes éditions, l'exercice militaire international Tulip 2025 a débuté le dimanche 20 avril dernier. Aujourd'hui marque le deuxième jour de l'exercice militaire international Tulip 2025. Le largage de parachutes qui s'est déroulé à Bourvé ce matin a été un moment fort, en plus des exercices de simulation des militaires malgaches à Katsep et du sauvetage de personnes effectué par les navires participant à cet entraînement international. Les soldats du 1er bataillon parachutiste et du 2e régiment de la Réunion ont procédé au largage en parachute, l'équipement qu'ils utilisent en d'autres termes. D'autre part, le PCIAT est également chargé de coordonner toutes les activités pendant les exercices militaires en veillant au bon déroulement des activités. Et le palais d'Andafiavarach est entièrement prêt pour accueillir la rencontre entre les jeunes, le président André Zouel et le président français Emmanuel Macron. Les techniciens sur place ont été en cours de finalisation des détails lors du passage de la presse sur place ce matin. Reportage de Aniena Martina sur les images de Secha Anjenab. 95% des travaux de rénovation et d'embellissement du palais d'Andafiavarach ont été achevés ce matin lors de la visite du chantier par les journalistes. Les techniciens étaient en cours de finalisation des derniers détails selon les informations. Le palais est prêt à accueillir les invités, selon le directeur du cabinet, au niveau du ministère de la Communication et de la Culture. De nombreuses activités seront organisées au palais d'Andafiavarach. C'est là qu'aura lieu la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président malagasy André Zouel, mais aussi la rencontre des deux chefs d'État avec les jeunes. Le palais d'Andafiavarach est un musée, un patrimoine historique de la ville d'Antananarivo, mais aussi de Madagascar. Justement, en marge de ces visites d'État et du sommet de la Commission de l'Océan Indien, les rumeurs fusent sur les réseaux sociaux. Les transports en commun et les transports de marchandises travaillent comme tous les jours dans tout Madagascar pour les 2 prochains jours, selon les informations émanant du ministère du Transport et de la Météorologie. Cependant, des mesures ont été prises pour réguler la circulation. Ainsi, le président de l'UCTU exhorte les usagers de la route, les coopératives de transport en ville et les transporteurs à respecter les consignes. Reportage signé Fadesena Mireille et Yves Janel. Il n'y a aucun changement
Tous les transports en commun et de marchandises sur toute la grande île travailleront comme à l'accoutumée demain, 23 avril, et la journée du 24 avril 2025. L'information circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle tous les transports en commun seront suspendus pour demain est fausse. Le président de l'UCTU ou l'Union des coopératives de transport urbain a déclaré que les itinéraires des lignes de transport en commun seront les mêmes que les itinéraires quotidiens demain et jeudi. Cependant, chacun doit respecter les règles de circulation établies. Il n'y aura pas de déviation pour les véhicules de transport en commun, selon toujours les informations. Et les travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale menés par la commune urbaine d'Antananarive et le SENVH se poursuivent. Ce jour, les travaux ont été du côté du lac Anous qui a été clôturé. Le contrôle de ceux qui jettent des déchets partout, surtout au niveau du lac, qui ternit l'image de la ville, a été également effectué. Le lac qui est, rappelons-le, est le terminus du ligne de la téléphérique ligne Orange. Oniana Martina et c'est Changenab. Les travaux d'assainissement de la ville d'Antananarive au niveau du lac Anous menés par le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarive sont axés sur le nettoyage du lac, l'enlèvement des déchets et de la boue. L'objectif est simple, une ville d'Antananarive propre et paisible, et l'achèvement de ces travaux sur le lac Anous participera à sa transformation. Il est à rappeler que le lac Anous est le terminus de la ligne orange du téléphérique. De plus, le téléphérique apportera également des changements majeurs au système de transport de la capitale. Antananarive est actuellement confronté à une transformation complète selon les explications fournies par le SENVH. De plus, le jardin d'Anous, surtout au niveau appelé Indelment, sera bientôt ouvert au public pour les visites. Un lieu qui a connu d'importantes rénovations, comme l'a annoncé le maire d'Antananarive, Alal Ramanansou, durant le constat de l'avancement de tous les travaux d'embellissement et d'assainissement de la capitale aujourd'hui. Et la collaboration entre la grande famille du ministère des Mines se poursuit dans le cadre de l'appui à la commune urbaine d'Antananarive pour l'embellissement de la ville. Aujourd'hui, les nettoyages se sont concentrés autour du rond-point de Nansan sur la nouvelle rocade jusqu'à Boumaïnti. Les herbes ont été taillées, les mauvaises herbes et les broussailles enlevées. Avoir une ville propre et paisible est une fierté nationale, ce qui nécessite la coopération de tous. C'est aussi un grand défi qui nécessite un changement de mentalité, selon les explications. Et parlons un peu des contrôles de marché au niveau justement du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Justement, ce ministère a intensifié le contrôle au niveau des marchés durant les fêtes de Pâques dans la capitale, mais surtout au niveau des régions à travers les directions régionales du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Les contrôles effectués par les commissaires du commerce ont principalement porté sur la qualité et le respect des réglementations commerciales. Reportage sur les images de Darren Jensen. Des contrôles ont été effectués, menés par les contrôleurs de commerce de la Direction régionale de l'industrialisation et du commerce de la région de Beetsburg durant 3 jours au niveau des marchés. Les contrôles se sont focalisés sur les marchandises périmées et avariées qui ne pouvaient plus être vendues et qui ont été immédiatement brûlées à Mavetanan, car ces produits peuvent provoquer une intoxication alimentaire massive. Parmi les régions qui ont fait l'objet d'inspections par les contrôleurs de commerce également figure le district d'Arivunmam, par l'intermédiaire de la Direction régionale de l'industrialisation et du commerce d'ITAS, qui ont contrôlé la qualité et les dates de péremption des produits de première nécessité. Les autorités ont rappelé aux détaillants qu'il est de leur devoir d'afficher clairement les prix afin que les consommateurs puissent les voir et d'éviter les abus. Les détaillants et les grossistes de la ville de Touliar ont également été particulièrement contrôlés et il a été constaté que les prix étaient stables par rapport à la semaine dernière. L'approvisionnement en marchandises durant les fêtes de Pâques était également suffisant pour répondre aux besoins des habitants de la région d'Ansimanjefen. Il est à rappeler que les contrôleurs de commerce ont intensifié les contrôles des marchés pendant les fêtes de Pâques pour que le ministère du Commerce puisse garantir la qualité des PPN, de la production à l'importation, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, et c'est aux contrôleurs de commerce d'inspecter ces marchandises une fois arrivées sur le marché, a déclaré le directeur de la protection des consommateurs au niveau du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, qui a également exhorté les consommateurs à être pleinement responsables et à ne pas hésiter à appeler le numéro gratuit 261 en cas de fait suspect.
Justement, parlons des bilans au niveau de la police nationale et des hôpitaux durant ces 2 jours de fête. Au total, 44 personnes ont été arrêtées pour divers délits et infractions durant le week-end de Pâques 2025 dans la région Analamang. Du côté de l'hôpital, 135 personnes ont consulté à l'hôpital à Gera durant le dimanche et le lundi de Pâques. Reportage. Au total, 44 personnes ont été arrêtées pour divers délits et infractions durant le week-end de Pâques 2025 dans la région d'Analamang. 2592 policiers ont été mobilisés les 20 et 21 avril 2025. Parmi les faits signalés au commissariat de la police nationale figurent une attaque armée avec usage de couteau, 4 cambriolages, 11 cas de vol simple et 3 cas de vol à l'arraché avec violence. Concernant les accidents de la circulation, 22 cas ont été recensés, dont 10 dus à la prise d'alcool. Toujours à cause des accidents, 3 personnes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessées. Un véhicule a fait un délit de fuite et fait l'objet de recherches. Du côté de l'hôpital, 135 personnes ont consulté à l'hôpital à Gera durant le dimanche et le lundi de Pâques. Parmi elles, 125 ont été prises en charge par le service des urgences et 10 par le service de réanimation, la majorité souffrant de troubles liés à une consommation excessive d'alcool. Certains ont déjà quitté l'hôpital après traitement, tandis que d'autres ont été hospitalisés en raison de blessures plus graves. Et dans un tout autre sujet à présent, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère met actuellement en œuvre une stratégie visant à accroître la production rizicole. Cette démarche repose sur une collaboration étroite avec les agriculteurs, a expliqué le ministre. La région de Sofia, première productrice de riz à Madagascar, bénéficie d'un accompagnement particulier à travers la mise en place du projet Riz Plus. Anne Martina Sechenjedna nous en dit plus. La région Sofia, considérée comme l'un des greniers arides de Madagascar, s'est fixée pour objectif d'atteindre une production annuelle de 800 000 tonnes de riz. Pour soutenir les riziculteurs locaux, l'État met en œuvre le projet Riz Plus, financé par la Banque mondiale et le Fonds de développement agricole. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage s'engage ainsi dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, dont l'objectif est l'autosuffisance alimentaire, selon le ministre Sergio Azarsan. Le ministère reste proche des agriculteurs et les accompagne constamment, a souligné le ministre. Ce soutien se traduira par un suivi régulier et la mise en place d'outils technologiques adaptés. Outre la région Sofia, la région d'Alochmangour bénéficie également du projet Riz Plus. Dans les actualités de ce jour, parlons du décès du pape. Justement, le Vatican a révélé hier, lundi 21 avril, en soirée, le testament du pape François, décédé à l'âge de 88 ans. Dans ce texte daté de 2022, le souverain pontife exprime son souhait d'être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans un tombeau simple. France 24 nous en dit plus. Dans un court testament publié par le Vatican, que François a exprimé ses dernières volontés. Il a écrit vouloir un tombeau simple, sans décoration particulière, avec une seule inscription Franciscus, son nom en latin. Contrairement à la tradition, François ne sera pas enterré dans les grottes du Vatican. Il a choisi que sa dépouille repose dans la basilique papale Sainte-Marie-Majeure à Rome. François qui a évoqué également dans son testament la souffrance qui s'est manifestée dans la dernière partie de sa vie, une souffrance qu'il dit avoir offerte au Seigneur, je cite, pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Voilà donc un message qui fait écho à ces nombreuses prises de position en faveur du dialogue, de la réconciliation, de la paix, cette quête de la paix qui a été sans doute un des axes majeurs de ces 12 années de pontificat. Ce matin marque le coup d'envoi des congrégations générales du Collège des cardinaux. C'est eux, les cardinaux, qui vont décider du chronogramme à venir pendant les prochains jours. Ils vont définir notamment la date des funérailles, mais aussi il s'agit de réunions très importantes pendant lesquelles les cardinaux vont préparer le prochain conclave. Les cardinaux vont discuter des besoins de
l'Église catholique, de la situation du monde, des enjeux et des défis à venir pour la communauté catholique. Ces discussions vont les aider à définir le profil du futur pape pour ensuite évaluer pendant le conclave qui est le cardinal qui correspond le mieux à ce profil. 135 cardinaux électeurs vont prendre part à ce conclave. Ils sont tous âgés de 80 ans. À partir du début du conclave, ils seront tenus de vivre dans l'isolement le plus complet. Ils ne pourront plus utiliser de téléphone, recevoir des courriers, regarder la télévision, lire les journaux. Ils seront tenus de respecter le secret absolu du conclave. Selon le protocole établi dans la constitution apostolique, le conclave doit démarrer entre le 15e et le 20e jour après la mort du souverain pontife. Réformiste au franc-parler notoire, le pape François, décédé lundi, a voulu placer la dignité humaine des exclus au centre de son message, sans toutefois remettre en cause la doctrine traditionnelle catholique. France 24. Lorsque le rideau s'ouvre, ce jour de 2013, c'est un quasi inconnu qui se présente au balcon de la basilique Saint-Pierre. Bonsoir. Le cardinal Bergoglio, 76 ans, argentin, et premier pape sud-américain. Il me semble que mes frères cardinaux sont allés chercher un pape presque au bout du monde. Mais nous voici. Symboliquement, il choisit François comme nom de pape, en hommage à Saint François d'Assise, le défenseur des pauvres. Et c'est ainsi que le nom est apparu dans mon cœur, François d'Assise. Comme je voudrais une église pauvre, pour les pauvres. Tout au long de son pontificat, le pape François va se tenir aux côtés des plus démunis, à grand renfort de discours et d'images marquantes. Pour sa première semaine sainte, il rompt avec les habitudes de ses prédécesseurs. Lui ne lave pas les pieds d'ecclésiastiques, mais ceux de détenus d'une prison de Rome. Une manière de dire « Je suis votre serviteur ». En mars 2015, il se rend à Naples, dans un quartier rongé par le chômage et la drogue. Il dénonce les conditions de travail des plus pauvres. Gagner 600 € par mois, ça s'appelle de l'esclavage. Ça s'appelle de l'exploitation. L'absence de reconnaissance, le manque de travail payé honnêtement, arrache notre dignité humaine. Ses prises de position lui valent le surnom de pape de gauche. Lui veut juste être un pape normal, choisissant lui-même ses lunettes chez l'opticien, devant une foule médusée. Ou sortant de chez le disquaire, avec des vinyles sous le bras, de la musique classique. C'est une émotion immense parce que c'est un homme merveilleux. Il a béni notre magasin, on a fait une photo souvenir et il est parti. François le jésuite détonne. Lorsque les observateurs s'étonnent de le voir porter lui-même sa sacoche, il fait mine de ne pas comprendre. J'ai toujours dans mon sac mon rasoir, mon agenda et mon bréviaire. C'est normal, on doit être des gens normaux. Ses détracteurs lui reprochent parfois de faire de la politique, notamment sur la question des réfugiés. Dès le début de son pontificat, il se rend au large de l'île de Lampedusa pour rendre hommage à ceux qui ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée. En 2016, il célèbre une messe devant les barbelés séparant États-Unis et Mexique. Dans l'avion du retour, il s'en prend à Donald Trump. Une personne qui ne pense qu'à construire des murs et encore des murs, et non à construire des ponts, n'est pas chrétienne. Avec le président américain, les relations ont toujours été fraîches, voire glaciales. Échange tendu entre le pape et le camp Trump à propos des expulsions massives des sans-papiers aux États-Unis. Si c'est vrai, c'est un grand malheur. Ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Je voudrais qu'il se concentre sur l'Église catholique et qu'il nous laisse nous occuper des frontières. Un pape progressiste sur le plan politique, mais tenant d'une ligne conservatrice sur de nombreux sujets sociétaux. Les femmes ne peuvent toujours pas être nommées diacres, les hommes mariés devenir prêtres. Quant à l'avortement, François l'a toujours violemment critiqué, le qualifiant d'homicide. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre ce problème.
Il fait néanmoins preuve d'ouverture sur l'homosexualité. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Il autorisera la bénédiction des couples de même sexe. Mais à ce jour, l'Église condamne toujours l'homosexualité dans ses textes. En 12 ans, François aura su moderniser l'image de l'Église sans la réformer en profondeur. Le temps fera son œuvre et nous dira quelles traces il laissera dans l'histoire. L'actualité internationale de ce jour également, ce sont l'élection d'un nouveau pape. L'élection justement d'un nouveau pape lors d'un conclave très secret des cardinaux revêt souvent son lot de surprises. Quelques noms ressortent toutefois comme possible successeur au pape François qui est décédé, rappelons-le, lundi à l'âge de 88 ans. France 24 nous en dit plus. Qui pour succéder à François à la tête de l'Église catholique? Quelques heures après la mort du pape, plusieurs noms émergent déjà. Celui de Pietro Parolin d'abord, secrétaire d'État du Vatican. À 70 ans, il est considéré comme un homme de compromis, diplomate, mais parfois jugé trop effacé. Deuxième favori, un autre Italien, le cardinal Matteo Zuppi. Âgé de 69 ans, ce progressiste est connu pour son engagement social, envers les migrants notamment et les personnes homosexuelles. Cela serait le retour d'un pape européen, mais il pourrait aussi venir d'ailleurs, du Brésil par exemple, avec le cardinal d'Arocha à gauche, ou des Philippines, avec Luis Antonio Tagle à droite. Jamais l'élection d'un pape n'a en tout cas été aussi internationale. Aujourd'hui vont entrer en conclave, enfin d'ici quelques semaines, des hommes qui viennent d'Oulan-Bator, du Lesotho, du Timor oriental, donc vraiment des quatre coins du monde, avec des préoccupations qui ne seront pas du tout celles des poids lourds européens. Un enjeu géographique, idéologique aussi. Quelle direction cette élection donnera-t-elle à l'institution religieuse? Les clés de l'Église seront-elles confiées à un homme sur la même ligne progressiste que François, comme Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille? Il partage les idées du défunt pape sur les questions migratoires et interreligieuses. Au contraire, les cardinaux feront-ils confiance à un homme plus conservateur, comme le Guinéen Robert Sarah à gauche ou l'Allemand Gerhard Müller à droite? Dans l'ombre, c'est une bataille politique qui se joue. Il ne faut pas sous-estimer aussi le poids de très grandes sources de finances dans l'Église catholique qui peuvent venir aussi des États-Unis, qui peuvent venir aussi d'Afrique et d'ailleurs et qui ont envie de recentrer l'Église. Et ceux-là ont un peu une revanche à prendre sur ce pape qui a voulu décentraliser son Église et qui a voulu un peu une Église avec le visage des plus pauvres et de ceux qui souffrent. Quelle que soit la personne choisie, le choix du futur pape sera un signal fort dans un contexte de tension croissante au sein de l'Église. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Point de droit au Nizouk avec Seynoura Nirlan. Très bonne connaissance sur Viva. Au revoir.